Nadir, merci pour la communication. Donc, Mohamed Harkoun est le penseur le plus rejeté, non seulement du monde musulman, mais aussi du monde occidental. Pour des raisons justement liées à ses critiques, aux critiques qu'il a apportées à ces deux mondes. Et surtout, donc, c'est quelqu'un, enfin, pour avoir osé renverser, vouloir renverser l'ordre établi. Donc, à votre avis, pourquoi est-il aussi rejeté? Quoi qu'il a, il a ramené une touche particulière à la pensée d'une manière générale et en mode musulman en particulier. Et puis, il a été rejeté, quoi qu'il n'a pas travaillé sur le texte. Il n'a pas travaillé sur le texte, mais sur simplement le mode de vie, sur ce qu'a généré justement ce texte et sur ce que les musulmans ont versé en termes d'idéologisation de la chose. Donc, pourquoi il est aussi rejeté? C'est rejeté, je dirais, beaucoup plus critiqué. On lui a reproché un certain nombre de choses. Je parle de l'espace européen, je ne parle pas de l'espace musulman. L'espace musulman, c'est un rejet total. J'évoquais tout à l'heure, il n'a jamais été invité en Algérie. Il n'a jamais conférencé en Algérie. Donc, dans l'espace européen, c'est vrai, rejeter, c'est un peu fort, je crois. Et il a été critique. Mais c'est normal, parce que la voie la plus difficile, hein, lorsqu'on suit la voie la plus difficile, c'est quelqu'un qui survient après Michel Foucault. Michel Foucault, on a mis 30-40 ans à rejeter Michel Foucault en France. Ce n'est qu'après sa mort qu'on a compris, qu'on a commencé à revenir à Michel Foucault. Et Michel Foucault, il a des grands intellectuels français à avoir examiné l'histoire de la pensée et dire en quoi consiste, comment évolue la pensée humaine, comment évoluent les sciences humaines. Et donc, en son époque, il a été attaqué de partout. Il a été rejeté, même au collège de... Il a enseigné au Collège de France. Et il a été attaqué. Et ce n'est qu'après sa mort qu'on commence à découvrir Michel Foucault. Je pense que... Pourquoi? Parce qu'il a suivi le chemin, il n'a pas suivi la mode. Il a suivi le chemin le plus difficile. Et ça arrive comme ça pour ce type d'intellectuel. Pour l'espace musulman, c'est vrai, ça c'est une autre situation, c'est un rejet, carrément. Pourquoi? Parce que il est rare de trouver des intellectuels qui ont le courage de rompre justement avec les intérêts qu'ils ont avec la société. Pour réfléchir, pour faire avancer la pensée, il faut avoir des positions courageuses. Il faut penser contre son époque. Il faut penser contre les idées reçues, contre les ordres établis. Et ce n'est pas toujours facile. Et ce n'est que maintenant qu'on commence à redécouvrir Mohamed Harkoun. Et qu'on commence à redécouvrir sa pensée. Et qu'on commence à découvrir en quoi consistait l'estamologie appliquée. En France, il a réussi, avec les intellectuels français, à ouvrir une chaire de l'histoire de la pensée islamique. Elle a été fermée une fois qu'il est parti en retraite. Et il le dit. Après que je suis parti à la retraite, on a fermé la chaire, le département. Ils ont fermé, à la Sorbonne, ils ont fermé ce département qui était histoire de la pensée islamique. Et donc,
D'où l'intérêt de parler aujourd'hui, ici, à Caucase, dans ce contexte-là de la pensée du Mohamed. Parce qu'il faut la vulgariser, il faut la rendre populaire, il faut que les gens accèdent justement à cette culture scientifique qui concerne la pensée islamique. Merci. Alors, d'autres intervenants. Salam alaikum. Combien t'as dit, on commence à voir. Alors, oui. Ah oui, clôturer. Par où commencer? C'est un sujet assez ardu, assez compliqué. Donc, c'est de la pensée philosophique, c'est de la sociologie. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il pense Mohamed Al-Koum sur la Constitution, l'article 2 au droit, islam, religion d'État. Qu'est-ce qu'il en pense? Donc, à partir de là, ça permet de définir. Mais j'ai l'impression, parler d'islam, c'est conjoncturel. Ici en Algérie, on en parle, ça pose problème. Comme j'ai vécu en France, je m'extrais d'ici, je me pose en France ou je me pose en Russie, machin. Ce n'est pas du tout un problème. C'est-à-dire, tout ce qu'on est en train de... Toute cette pensée-là ne se pose pas. Donc, j'ai l'impression que Mohamed Al-Koum, il veut... comment dire? Est-ce que je pense bien? Il veut réformer l'islam de l'intérieur. Donc, en tant que musulman, en tant qu'islamiste, donc, est-ce que c'est le cas? Pour réformer l'islam, est-ce qu'il faut le réformer ou est-ce qu'il faut le mettre de côté? Est-ce que... il y a une manière de se sortir de ce débat, par exemple. Donc, au lieu de parler de l'islam, d'essayer de réformer l'islam, on appuie sur d'autres choses, sur la science, c'est-à-dire pour faire oublier les problèmes de l'islam. C'est-à-dire, il suffit de développer les sciences, les techniques, les gens s'intéressent moins à l'islam. Donc, si l'islam est un problème. Voilà. C'est bon, c'est notre députation. Oui, l'islam, religion de l'État, absolument, c'est une critique frontale du parti État. Donc, je disais, le parti État. Et les partis État, ce sont les partis qui ont survenu dans les États post-indépendants et qui ont eu à gérer le destin de millions de peuples dans le territoire islamique, ou arabo-islamique si on veut, dont celui de l'Algérie. Donc, on n'exclut pas l'Algérie de ce schéma. Et donc en Algérie, le parti État, je disais tout à l'heure, les partis État, des États post-indépendants, participent à maintenir les clôtures dogmatiques au nom de la mytho-histoire et de la mytho-idéologie. Ils ont fabriqué une histoire. Ils ont que la Ummah, qu'il y a une Ummah, qu'on appelle Ummah Arabia Islamia, et à laquelle on s'identifie, et pour laquelle il faut arriver à concrétiser dans cet édifice du parti État, l'un des édifices idéologiques, c'est la religion, l'islam, la religion de l'État. En Tunisie, ça ne fonctionne pas comme ça. En Tunisie, ça se passe autrement. C'est que le parti État
en Tunisie, il avait au moins quelqu'un comme Tahar Ben Achour, et qui a eu l'intelligence d'inscrire le statut particulier de la femme. C'est vrai que les forces traditionnalistes battaient ça en brèche, luttaient contre ça, et c'est remis en cause. Ce que a fait le pouvoir actuel, l'actuel président, il a arrêté le texte qui a été proposé par Bachir Sebsi sur la question de l'héritage, etc. L'égalité homme-femme dans l'héritage. C'était considéré comme une hérésie. Et je ne vous dis pas la campagne de haine qui a été déclenchée contre la Tunisie parce que Bachir Sebsi a posé ce problème. Et donc, l'un des édifices idéologiques du parti État en Algérie, c'est l'islam, religion de l'État. Et l'intelligence de Hirak, pas de s'attaquer à ça, non, mais de libérer les espaces de citoyenneté qui peuvent discuter de la place des religieux dans la société. Et de trouver la formule. C'est un débat, je ne veux pas anticiper sur les choses, je n'ai pas de conduite à tenir, à donner, mais j'espère qu'un jour, le Hirak arriverait à créer ce que j'appelle, avec Mohamed Akoum, les espaces épistémiques, ou les possibles épistémiques. Le jour où, une fois le Hirak aboutisse à concrétiser la citoyenneté, il faut débattre de ça. Il faut débattre de l'article 2 de la Constitution, l'islam, religion de l'État. Et c'est ça. C'est tellement le cas. C'est le. Voilà. Donc, deuxième point, réformer l'islam. Tout à fait, islamologie appliquée, c'est réformer la pensée islamique. Voilà, réformer la pensée islamique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est de l'ouvrir aux acquis de l'esprit humain moderne, des conquêtes scientifiques de la modernité, surtout dans le domaine des sciences de l'homme, surtout dans le domaine de la linguistique. Par exemple, lecture du Coran, qu'est-ce qu'il propose? Lecture du Coran, Mohamed Akoum propose une réévaluation du texte à la lumière des acquis de la sémiotique, de la sémiologie, de la sociologie, de la linguistique, de la phonétique, de l'histoire des langues. Tout ça, il n'a pas été exploité pour approfondir la réflexion sur les textes coraniques. Merci. Merci à toi. Donc, des questions? Estimez. Soyez S'il vous plaît, il y a une chose qui est confuse dans le monde musulman. Est-ce que des fois on interroge l'histoire ou on parle pour parler? Depuis quel temps l'islam a foutu l'appareil dans des mondes musulmans? Est-ce que vous regardez un peu autour de vous? Si l'islam, c'est la droiture, c'est la logique, c'est la justice sociale, c'est l'équité, c'est l'équilibre. L'islam, personne n'est contre. Chaque religion annexie plus une autre, ça s'enrichit, on va vers le progrès. Il n'y a qu'à regarder un peu, je dis, interrogeons encore l'histoire. Quand l'islam était l'islam qui véhicule la science, remontant à l'ère des Andalouses. Et jusqu'à l'heure actuelle, aucun scientifique n'a pu contredire pas mal de choses, y compris une certaine technologie qui était avancée. Il a donc l'islam هو علم في المصلحة. مرحبا به. Il a l'islam, c'est pour détourner l'intention, pour qu'on donne un dogme pour mater et gouverner, c'est très grave. Et vous voyez dans quelle situation actuellement on se trouve, ici ou d'autres pays.
Bon. Maintenant, l'islam, on va prendre le cas de l'Algérie. Ce n'est pas la peine de parler d'X ou d'Y ou d'un. Pourquoi se mentir à soi-même? Dites-nous la vérité et restons ce qu'on est pour qu'on se corrige. L'Algérie, avant le pétrole, elle a enrichi l'Europe, elle a enrichi les Romains, elle a enrichi, avec ses propres armes. Et aujourd'hui, avec l'énergie moderne, à savoir le pétrole, le gaz, l'uranium, etc., on reste les derniers de la planète. أنا اليوم نوض في هذه البلاد ولادك tes enfants sont les miens كيف باش يروح يعيش في أمريكا ونشوفوا لي أخا في أمريكا أو في لندن أو في كندا عطيت له من الدم نتاعك. Et demain c'est cet enfant qui va venir coloniser ce pays-là. Au nom de l'Amérique du Canada, on est content même. Pendant qu'on donne une demi-boîte de lait à un enfant. Ça c'est beau, hein? L'islam, mais ben c'est ça, l'islam, moi j'en veux pas. Si l'islam, c'est le bon sens, c'est la droiture, c'est le travail, si c'est l'islam, bah, je veux voir le Jannah avec mon ventre creux. Je préfère aller en enfer puisque j'y suis déjà. Ben oui. Alors, mesdames, messieurs, soyons clairs, nets et bien précis. Une fois qu'il y a un cheikh عندنا كما يقولكم الحصول كيدرس الجنة العشور لا الدين والصلاة. C'est quoi d'abord salade? C'est quoi salade? S'il vous plaît, s'il y a ici des femmes, des demoiselles, des messieurs que j'en vois à peu près, bon, y compris moi maintenant. Salade, c'est quoi? وش من معناها نتاع الصلاة؟ اللي رانا نصلي ونسبحو on fait rien. نصليو بركة دوك يطيحوا الخبز ونسمع ياخذ. Ah oui. On va prendre le cas. Nous avons à peu près en Algérie, parce qu'on n'a jamais ni dit la vérité, ni fait ce qui est vrai, ni on vit dans le faux. Au bord du précipice, on avance toujours dans le... Si chaque Algérien, je demanderai à chaque Algérien, 2 heures de travail par année, pas par jour, par année, par année, par année, 2 heures. أي جزائري لو كان femme, homme, زوج شجرات كل عام. Imagine 60 ans depuis, 57 ans depuis l'idiome combien d'arbres fruitiers seraient plantés en Algérie, un pays à 4 saisons. تشري نتا تشيناه والمنداري 27,000 30,000. الله تصدق باش يروح الجنة. لماذا خلق ربي الصلاة؟ لماذا خلق ربي الصلاة؟ C'est pour attirer l'intention de l'individu vers le bon sens, vers le travail. وتضحكوا مش envie de pleurer. Il y a des moments que je regarde. ولادنا quand ils iront le Canada, la France, à 5 heures du travail, à 5 heures du matin, il est au travail. Parce qu'il faut qu'il travaille pour qu'il vive. On a intéressé le bon au travail, à la formation. On a fermé les écoles. On a fermé les écoles. Là, parce qu'on se dit, comme j'ai envie de quitter le feu, هذيك الحصرة تاع اللي راك تصلي نتاعك. هذه شغل نحلو فاهمة. C'est pas possible. C'est pas que je dis qu'il ne faut pas prier, c'est de comprendre un peu ce. Alors, mesdames, messieurs,
interrogeons notre conscience, assez de plonger dans un certain dogme de féodalisme, parce qu'on a creusé notre propre dogme dans notre propre main. Sur ce, je vous en remercie. Merci. J'adhère tout à fait, cher monsieur. Votre émotion, ça me touche. Enfin, je ne sais pas. Voilà, ça me touche cette émotion. C'est décevant de voir ça, c'est tout à fait décevant. C'est pourquoi moi je m'interroge aujourd'hui sur ce qui se passe en Algérie. Est-ce qu'il va donner de véritables perspectives de battre en brèche cette pensée jetable qui a été érigée en idéologie officielle, qui a abruti la société, qui a éloigné la société algérienne des valeurs qui l'ont fondée. Vous avez cité très bien l'Andalousie, c'est l'âge d'or de l'islam, où il considérait la valeur connaissance. Très bien, merci. Mais lorsque quelqu'un comme Ghazali a dit qu'il a jeté les philosophes aux gémonies, comme on dit, il a endiablé les philosophes et la pensée critique. C'est que depuis cette date-là, le monde musulman, il se découvre. C'est un chaos. La raison islamique a mené l'être musulman au chaos. Et il se trouve que les partis États participent à maintenir ce chaos. Et c'est pourquoi ce qui se passe en Algérie est extraordinaire, dans la mesure où il me met à réfléchir ces questions. C'est-à-dire qu'il pourrait libérer l'esprit pour aller conquérir les véritables citoyennetés, les véritables universalités. Et je parlais tout à l'heure avec les amis ici, et hier, je dis que le pouvoir, le parti État, je préfère utiliser cette expression, il a fait de l'occultation de la question éthique une question stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a fermé le pays à la déférence. Il a fermé le pays à ses vis-à-vis. Le monsieur tout à l'heure me disait c'est pas possible par un jour qu'on salue comme ça, il n'y a pas un Européen qui se balade sur un pays méditerranéen. Il n'y a pas un Méditerranéen de la rive nord qui vient. Non, c'est un pays qui est fermé, volontairement fermé. Parce que le contact de l'autre valorise soi-même. Et c'est ça. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui en Algérie est extraordinaire dans la mesure où il nous ramène, il met devant nous ces questions et ces questionnements. Et moi je pense, modestement, je pense qu'à l'intérieur de chaque Algérien, il est travaillé par ces questions. Je l'ai constaté hier dans la marche, je le constate de manière régulière, cet acharnement à sortir, à aller vers de nouvelles conquêtes, de nouvelles perspectives. C'est extraordinaire. On ne peut pas vaincre quoi? Sans convaincre. Sans convaincre, c'est pas possible. Merci. Monsieur Fissé, bienvenue au Café littéraire d'Aucas. Ma question est la suivante. Est-ce que actuellement l'islam est-il capable de se reformer et de projeter à l'avenir pour apporter des changements? Et merci. Ou bien, est-ce qu'il va retourner à ses origines? Ou bien il va se reformer? Merci. En fait, les partis États empêchent que l'islam se réforme.
qu'il soit en Algérie. Je cite l'exemple de la Tunisie, sur la question de l'héritage, l'égalité dans l'héritage. L'expérience tunisienne montre à quel point, montre quelles sont les possibilités et quelles sont les impossibilités. Les gens applaudissent la démocratie en Tunisie. Mais moi je dis, bah, c'est très bien, la démocratie, c'est très bien. Mais la démocratie qui donne lieu à l'épanouissement du sujet humain, pas à l'enfermement dans les dogmes. Et c'est ça ce qui se passe, malheureusement, en Tunisie. C'est une expérience démocratique, mais elle occulte absolument et totalement le fait de réformer l'islam. Remarquez ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se dit autour de Jeune Khayr. Et c'est terrible. Voici quelqu'un qui ose affronter, qui ose poser des questions qui relèvent justement de cet esprit, de cette volonté de réformer l'islam. Il est attaqué de partout. Il est attaqué de partout. Ce discours, il est attaqué par le personnel fonctionnaire de l'État, payé par l'État. Tous les imams qui professent dans toutes les mosquées d'Algérie sont des fonctionnaires de l'État. Ils sont le gardien du temple. Or, le véritable acteur de la réforme de la pensée islamique, c'est l'imam. Mais le jour où l'imam appellerait, par exemple, au lieu d'aller thérapie, quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, d'aller voir un psychanalyste et d'accepter la thérapie de psychanalyste, ça serait extraordinaire. C'est que l'imam, il est empêché d'accéder au savoir scientifique. Et c'est lui, le premier acteur, qui doit réformer la pensée islamique. Or, les gardiens du temple, ils sont là. Et il se trouve que dans la conjoncture actuelle de guerre, etc., l'ultralibéralisme, la guerre totale, la guerre juste, etc., il se trouve que l'islam, ou la pensée islamique, elle est prise en otage. Et elle est prise en otage et elle ne peut pas avancer. Néanmoins, elle doit avancer. Elle doit s'ouvrir, à la limite, sur les dernières conquêtes de l'esprit humain. Merci. S'il y a tout à l'heure, Rachid. Bienvenue, Rachid. Bienvenue. Merci. Au Café des Carrés en face. Ma question sur la réforme de l'islam. Peut-on réellement réformer l'islam? Est-ce que le président égyptien, par exemple, et Sisi, quand il est venu au pouvoir, il a tenté justement de réformer, il a appelé les chouyours, les savants de l'Azhar, afin qu'ils fassent un effort pour réformer justement l'islam. Mais les chouyours-là, ils ont catégoriquement refusé. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas réformer les textes. Personnellement, je pense que l'islam est l'otage non pas des imams, mais il est en otage de ces textes religieux qui le prennent en otage. On ne peut pas réformer les textes. Vous avez parlé de l'expérience tunisienne. L'expérience tunisienne, il ne faut pas oublier ce qu'il a dit à ceci concernant l'héritage de la femme. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui, c'est-à-dire lui, il a remis la question de la religion à l'individu. Celui qui croit à un texte religieux, qu'il l'applique sur lui-même. C'est tout. Mais pour lui, il faut appliquer la loi ou la constitution au point, c'est tout. Parce que si on reste à défendre l'islam,
en quelque sorte, on ne s'en sortira pas. On va rester toujours à dire l'islam, non, tu crois à l'islam, il faut l'appliquer sur toi-même, ou pas, c'est tout. C'est tout. Donc, ce sont l'héritage de la femme. Dans l'islam, il y a des textes qui le définissent. Il y a la sourate Nisa, où je crois, qui a bien défini la part de la femme. Donc, si on applique ces textes-là, on peut le faire correct. Mais si on applique la loi de la République, bien sûr qu'on pourra avancer. Si on applique les lois de la République, la laïcité en général, on va avancer. Donc, est-ce que l'islam n'est pas l'otage de ses propres textes? C'est tout. C'est très bien dit, l'otage de ses propres textes. C'est vrai, parce que même les textes, c'est-à-dire depuis 7 siècles, peut-être même plus, il y a eu ce type de débat à l'époque du Mu'tazila, par exemple. Ils ont initié ce débat, ils ont été battus. Ça ne veut pas dire, c'est-à-dire, à un certain moment, le débat a évolué. Le débat a évolué, et là, on discute même des textes, de l'historicité des textes, etc., etc. Et voici le califat qui est venu, Mahmoud, je crois, je ne sais pas qui c'est, et il a attaqué le Mu'tazila, il les a traités d'hérétiques, etc., etc., etc. Depuis, le problème, il est en l'état. Ce qui aggrave aujourd'hui, c'est le parti État. Le parti État empêche justement ce type de débat. Pourquoi? Parce que ça va mettre fin à sa glose officielle, au discours de légitimation, au discours de justification. D'où l'inscription de l'article 2. Mais laissez-moi dans la Constitution, l'article 2 de la Constitution. L'islam, religion de l'État. Ça aurait été autrement. Mais ils l'ont inscrit dans la Constitution. C'est pour empêcher, justement, que l'imam et les scientifiques, je disais tout à l'heure, l'imam et le psychanalyste discutent comment expliquer le phénomène de l'hystérie. Comment guérir l'hystérie? Qu'est-ce que vous apportez? Comment vous diagnostiquez, etc. Ce type de débat, le parti État ne veut pas qu'il y ait lieu. Il l'occulte volontairement. Et il impose la diffusion de la pensée jetable. Malheureusement, deux facteurs ont empêché le monde musulman, la pensée islamique, depuis 1945, à conquérir de nouveaux espaces. Mohamed Al-Akoun cite la démographie. Et la deuxième des choses, la technologie. La technologie actuelle, elle favorise. Si vous n'avez qu'à ouvrir la télévision, vous avez 50 000 chaînes qui parlent de. Il y a au minimum 55 minutes de discours religieux archaïques. Et c'est ça qui torture les consciences. C'est une véritable torture des consciences. Moi je dirais, c'est une véritable mutilation des consciences. On empêche que les choses soient débattues de manière sereine, responsable. Et je loue personnellement, je n'ai pas encore rencontré, mais je loue le travail que fait Jean-Pierre, c'est extraordinaire. Et c'est ce type d'intellectuel qu'il faut encourager. Parce qu'il ose, parce qu'il subvertit la glose officielle du parti État et des imams fonctionnalisés. Voilà. Merci. Oui. Pour rebondir un petit peu là-dessus, l'optimisme, à plus ou moins long terme. L'optimisme, je le dis,
Bon, je vais de temps en temps en France, j'ai un copain marocain, donc ça fait des années qu'il s'intéresse comment dire, à l'islam, etc. Et sur Internet, il dialogue, il discute. Donc moi j'arrive d'ici avec la chape qu'il y a ici en Algérie, donc l'islam partout, j'arrive avec des idées négatives. Et lui, il me répond avec des idées positives, parce qu'il me dit que la société civile, un petit peu partout, au Maroc, en Algérie, en Palestine, en Arabie Saoudite, elle active. C'est-à-dire qu'il y a une réforme assez de fond de la part des sociétés civiles, etc., contre cet État qui refuse, etc. Donc une lutte entre, est-ce qu'il y a de l'optimisme ou pas comment dire? C'est la confusion. Oui, certainement. J'avais écrit dans la posture arcoulienne, dans le Hirak algérien, une chose, que ce possible historique, l'Irak est un possible historique. Il faut le réfléchir comme ça. Et il faut y faire les lectures les plus audacieuses. Moi, j'ai pas horreur des lectures idéologiques. Et ce moment donne de l'espoir. Pourquoi? Parce qu'il y a une possibilité d'ouverture, il y a une possibilité de concrétisation de la société civile, il y a une possibilité de concrétisation de la citoyenneté. Et c'est dans le cadre de la citoyenneté qu'un débat tel que le monsieur l'évoquait tout à l'heure puisse exister. Parce que les rapports sont définis. Ce sont des rapports de citoyenneté. Ils ne sont pas des rapports fondés sur des appréhensions théologico-religieuses, etc. Moi, j'ai vu hier un passage avec les amis et je me suis interrogé, c'est quelque chose que je n'observe pas à Guelma, parce que je viens de Guelma. Il y a un décès. Et puis les gens, qu'est-ce qu'ils mettent au milieu de la route? Genèse. J'ai demandé qu'est-ce que c'est. Moi je pensais, est-ce que c'est une invitation, c'est-à-dire Genèse, il y a à manger. Moi j'ai pensé ça. Je pensais ça, Mais il y en a eu, on est arrivé en repas, c'est tout. Alors, si c'est comme ça, là, si c'est comme ça, ça veut dire, ça relève de la sémiologie culturelle algérienne. C'est-à-dire, quand il y a Saïba, que nous voulons, Saïba, il y a à manger. Les gens de loin, comme moi je viens de loin, donc je peux manger. Si comme S, voilà, c'est des signes culturels algériens. Mais là, je me suis dit, est-ce que ça, c'est pas la sémiologie islamiste? Parce que Genèse impose un comportement théologique, un rapport théologique à l'événement, pas un rapport citoyen. C'est autre chose. Et donc, personnellement, dans mon fort intérieur, je vois que le Hirak, il donne de l'espoir dans la mesure où il puisse aboutir à des véritables conquêtes de citoyenneté qui pourraient un jour, lorsqu'on va débattre du code de la femme, du statut de la femme, du code de la famille, c'est ça, le code de la famille, le code de la famille, et qu'on serait obligé de le rédiger sur la culture citoyenne et républicaine, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on a avancé suffisamment dans l'histoire. Mais s'il donne à reproduire les mêmes schémas et idéologiques, ça serait catastrophique. Ça va continuer comme ça. J'ai un mot à dire, si vous permettez. S'il vous plaît, Ajma, est-ce que vous vous êtes posé la question, c'est quoi l'islam? Si l'islam, on doit réfléchir, faire travailler notre caboche pour faire la différence entre le bien et le mal. J'essaie d'abréger. On ne doit pas empêcher l'être humain, l'enfant, la femme de réfléchir. Aujourd'hui, nous sommes à des âges modernes. Et dans l'islam, on interprète certaines lois de l'âge de la pierre.
C'est incompatible. Impossible que ça marche. Aujourd'hui, vous me parlez de l'héritage de la femme. Moi, je suis contre. Il n'y a rien à donner à la femme maintenant. Là, je suis contre. Étant donné ce qu'on est en train de faire, entendons-nous bien. La femme maintenant, elle a aspiré à un grade égal à l'homme. Donnons-lui ses droits pour qu'elle ne dépende pas de nous. Est-ce que vous me comprenez? À partir de là, l'homme comptera sur lui-même. Or, quand notre enfant, on lui a donné 13 ou 14 matières en classe, il doit étudier pour obéir, pas pour réfléchir, parce qu'il n'a pas le temps de réfléchir. C'est très grave, hein? C'est très très grave. Entre réfléchir et obéir. Obéir, c'est quoi? C'est l'homme, c'est l'esclavage. Tous les wassifs. Vous l'êtes libre, alors choisissez entre réfléchir ou obéir. Choisissez entre humain, de l'esprit, excusez-moi un peu, pour ne pas dire animal, humain, de l'obéissance. Alors aujourd'hui, on construit des êtres à obéir. Donc, cet islam, moi je suis pour sa réforme. Merci pour votre attention. C'est tout. Salam alaikum. Donc, vous avez parlé un peu tout à l'heure sur la raison scientifique. Donc, la raison religieuse, c'est-à-dire dans l'option de Harkoun, il est question de mêler, d'associer la raison religieuse à la raison politique et à la raison scientifique. Sachant que la raison religieuse islamique particulièrement a mené la société musulmane droit vers le chaos. C'est-à-dire comment peut-on justement associer cette raison, la raison religieuse, aux politiques, sachant que le schéma est prédéfini à l'avance. Donc comment, où est-ce qu'il peut y avoir ce point de chute, ce point des conditions, du processus de ce rassemblement, des rassemblements. Oui, on reprend un peu la discussion d'hier. C'est vrai, Harkoun dit la raison moderne a une responsabilité historique et éthique, c'est celle de faire évoluer la raison religieuse. Il faut que la raison religieuse évolue. Or, comme en Europe chrétienne, la raison religieuse, dans le cas de sociétés traversées par le fait islamique, la raison religieuse a eu à gérer pendant des siècles la destinée humaine. Et elle continue à le faire. Parce que le message de la religion, on ne peut pas interdire les gens de croire ou d'avoir la foi, c'est pas possible. Néanmoins, ce à quoi il appelle, c'est une collaboration. D'ailleurs, la formule qu'il utilise, il faut travailler en dehors de la religion et avec la religion. C'est-à-dire, il faut pousser l'audace de la critique jusqu'au bout, mais en même temps, il faut faire évoluer cette raison religieuse vers un acte comme celui du Vatican II. Vatican II, c'est-à-dire la raison chrétienne qui a refusé la modernité depuis les Lumières, qui a lutté contre les Lumières depuis la modernité, contre la modernité depuis les Lumières jusqu'au Vatican II. Vatican II, c'est l'acceptation de la raison moderne et d'accepter de collaborer. Vatican II, c'est 1965, quelque chose comme ça. Donc, lui, il plaide aussi, dans le contexte islamique, un Vatican II.
C'est-à-dire, la raison religieuse, elle a un territoire auquel elle s'occupe, auquel elle peut exceller, et de laisser la destinée humaine entre les mains de la raison scientifique, puisque la raison scientifique a mené les véritables conquêtes, a réalisé de véritables conquêtes depuis 3 siècles. Et on voit aujourd'hui où on est, par exemple, l'avancée dans le domaine des sciences humaines. C'est surtout dans le domaine des sciences humaines. Les avancées sont extraordinaires. La citoyenneté, par exemple. L'Europe est des espaces de citoyenneté. Et l'État est citoyen. Il n'est pas théologique. La théologie, le ministère de l'Intérieur gère le culte en France. Il donne l'exemple de la France. Les affaires du culte sont gérées, il y a un département dans le ministère de l'Intérieur qui s'occupe des affaires du culte. La séparation du politique et du religieux. Et c'est ça, le véritable Vatican II pour le contexte islamique. Est-ce qu'on arriverait un jour en Algérie à concrétiser ça? Moi je dis que ce serait extraordinaire. Et ça serait révolutionnaire. Voilà, merci. Bon, donc, bienvenue chez toi. Alors, j'ai remarqué que dans le petit de ta communication, on a le mot programmatique. Oui. Et donc ma question, est-ce que Harkoun, qui appelle donc à la sortie de la religion, et en même temps parler de réforme de cette religion, est-ce que la programmatique consiste à sortir de la religion ou à réformer le fait religieux islamique, tout en sachant que toutes les réformes ont échoué depuis le Mu'tazila? Merci. Ouais. Comme ça, il va répondre en même temps. Vous avez dit quelque chose qui fait que j'ai envie de dire quelque chose moi aussi. Je me suis d'abord posé la question sur la position de Harkoun par rapport à la guerre de libération nationale. Parce qu'il est de la génération de ceux qui ont mené le combat libérateur, mais je ne sais pas quelle a été sa position. Est-ce qu'il y a des textes qui témoignent de sa position? Et puis, surtout par rapport, par exemple, au texte fondateur, un des textes fondateurs de cet épisode, qui est la déclaration de novembre, où il est dit que les Algériens vont se lever contre le colonialisme pour fonder un État dans le cadre des valeurs islamiques et toutes ces choses-là. Donc, étant islamologue, quelle a été sa position et est-ce qu'il a été perspicace pour voir les problèmes que nous vivons aujourd'hui qui sont un peu dus à ça? Nous avons combattu pour fonder un État, mais sans trop le définir à l'avance. On ne sait pas trop. Les islamistes écolos, les Algériens, c'est une guerre sainte. Ce qui n'est pas tout à fait faux quand on voit, par exemple, rien que la terminologie de l'époque, le mujahid, c'est un terme qui renvoie à l'islam. Hein? Le shahid, ça renvoie à l'islam. Donc, quelle a été la position de Harkoun par rapport à ça? Ma deuxième interrogation, vous avez parlé du Vatican II. En fait, le Vatican II aussi, c'est une espèce, je crois, de conclave ou une grosse réunion de l'Europe où ils ont défini l'historiographie européenne. Comment enseigner l'histoire de l'humanité sous l'angle européen. Et du coup, les Européens disent que le monde est né avec la Grèce. Pour eux, c'est la Grèce, c'est la matrice de la civilisation qu'ils disent universelle. Et du coup, on ne sait pas si on est inclus dans cette civilisation ou pas. Les Chinois, évidemment, ils sont absolument exclus. Parce que pour les Chinois, la Grèce, c'est un rocher au milieu de la mer. C'est rien du tout. Ils peuvent marcher sur la Grèce en un quart d'heure. Donc, bon. Et Harkoun, par rapport à ça, par rapport à ce Vatican II, est-ce qu'il est d'accord qu'on définisse l'histoire à partir de là, alors que la Grèce a été une colonie égyptienne? Et l'Égypte aujourd'hui est un pays musulman, est un pays arabe.
La Grèce, elle a été une colonie égyptienne, pour ceux qui ne savent pas. La Grèce, c'est plus petit que la Tunisie. Il suffit d'aller sur Google aujourd'hui, on écrit Tunisie, Grèce. La Tunisie est plus grande que la Grèce. La Tunisie est plus agricole que la Grèce. La Grèce était rangée, il n'y a rien. Donc, quand on dit que la civilisation universelle, entre guillemets, c'est-à-dire européenne, est née en Grèce, c'est l'historiographie, c'est comme ça. Ils ont décidé de dominer le monde à partir de là-bas. Donc, d'autant plus qu'il a vécu chez eux. Il a fondé la chaire d'islamologie, comme vous dites à la Sorbonne. Est-ce qu'on peut nuire à l'Occident à partir de sa maison? Ça, je pense que ce n'est pas tout à fait possible. Mais je me pose quand même la question. Vous avez travaillé sur Arcon. Est-ce que vous avez des réponses à mes questions? Merci. Merci. Vous avez 3 questions, donc tu as 5 000 ou je suis chargé. Oui, peut-être je vais commencer par la Grèce, je vais venir à ce que disait Samuel. Je ne suis pas dans cette façon de dire la Grèce, la grandeur de la Grèce. Justement, c'est que pour la première fois, l'esprit humain passe de l'âge mythique à l'âge philosophique. Les choses ont changé. Avec la civilisation grecque, l'esprit humain commence à spéculer philosophiquement. Il commence à revoir le monde avec des nouveaux outils. Au lieu des outils forgés par les mythes, là, c'est les outils forgés par la philosophie. Et il se trouve que ce sont ces outils-là qui vont enfanter ce que va être plus tard la modernité. Et l'un des grands esprits musulmans, Averroès, est l'un des grands traducteurs des textes philosophiques. Le problème de la pensée islamique pour Mohamed Arkoun est de ne pas avoir découvert à temps la philosophie grecque. Parce que le christianisme, il a pu réaliser la modernité avec les Lumières, parce qu'il s'est articulé sur la philosophie grecque. Et la philosophie grecque a accompagné le dogme chrétien. Dans le contexte islamique, c'est passé le contraire. La raison islamique est restée hostile à la philosophie grecque. Et ce n'est que vers le XIIIe siècle qu'elle commence à découvrir la philosophie grecque. Et c'était trop tard. De nouveaux acteurs historiques entrent sur la scène et le monde musulman entre dans une débâcle dont il ne sortira pas jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il ne faut pas sous-estimer l'apport de la philosophie grecque dans l'édifice monothéiste et dans l'espace méditerranéen. Les deux religions qui ont été hostiles à la philosophie grecque et qui sont restées en l'état, c'est l'islam et le judaïsme. Le christianisme, la philosophie grecque et le droit romain. Ce sont les deux branches qui vont donner plus tard la modernité et les Lumières. Sans ces deux ramifications, sans ces deux racines, on ne pouvait pas accéder aux Lumières. Deuxième, par rapport à la guerre de libération, par rapport au 1er novembre, l'analyse de Arcon, la position de Arcon, c'est que le parti État né de la guerre de libération. Le problème de la guerre de libération, c'est que, c'est vrai, cette terminologie, ou shahid, elle n'est pas en propre à la guerre de libération. Elle a été un facteur de mobilisation, parce qu'on est revenu vers ce qui va faire échouer la guerre de libération, c'est l'échec de la Nahda. L'échec de la Nahda
Et il arrivait en scène, en 1927, des frères musulmans, qui vont miner pratiquement les mouvements de libération dans l'espace, dans les sociétés traversées par le fait islamique, y compris l'Algérie. Et donc, dans un souci de fédération du peuple, on a recouru à ces images du shahid et de Moujahid. Et ce dont témoigne dans le cadre des principes de l'islam. Deuxième point, il n'y a pas eu la guerre de libération n'a pas produit de véritables intellectuels. Elle n'avait pas, elle ne s'inscrivait pas dans une vision du monde. Elle ne s'inscrivait pas dans une vision du monde. Ce qui explique son échec idéologique post-indépendant. Et par rapport à ce que disait Samir, la programmatique, vous savez, on a assisté récemment à l'enterrement de cette citoyenne militante tunisienne, ce qui arrive, c'est extraordinaire. Ce que les femmes portent la dépouille, hommes et femmes, la dépouille est portée par des femmes, et hommes et femmes vont au cimetière pour enterrer cette femme avec le chant. Cette situation s'inscrit dans ce que Mohamed Hakoun appelle la programmatique. C'est-à-dire, ce sont toutes les actions radicalisantes qui s'inscrivent dans un esprit de citoyenneté conquérante et subversive de la glose officielle que défend le parti État. Et le parti État utilisé, c'est le Ghannouchi, c'est le parti Nahda. Alors, il faut voir ce qu'ils ont dit. Ce que fait Saïd Jabri, je reviens à lui, c'est ce qu'a fait Ali Abdelrazak dans certains temps, ce qu'a fait Hosni Marwa dans un certain temps, ce qu'a fait Jabri, etc. Toutes ces actes de subversion des gloses officielles, des clôtures dogmatiques s'inscrivent forcément dans une programmatique qui vise à conquérir, à concrétiser la citoyenneté universelle. Voilà, merci. Je ne sais pas si